Hello tout le monde. Voilà. Bonjour. Écoute, comment ça va? Écoute, ça va. Colère avec ce qui se passe en ce moment, mais ça va. Bah ouais, toujours, hein. Franchement, ambiance de merde dans ce pays quand même. Un peu, hein. Légèrement. Un peu. Mais ça change pas d'habitude. Bah écoute, je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi c'est Margot. J'ai 22 ans du coup. J'ai été étudiante parce que j'ai mis fin à mon master. Je compte en reprendre un autre, mais je me suis juste trempé dans ma formation. À côté de ça, du coup, je suis une personne trans. Meuf trans, pronom elle. Ça fait 1 an que je sais que je suis une personne trans. Et dans la vie, j'aime pas mal militer. Après 2 activités, mais on pourrait y revenir après du coup. On en reviendra plus tard. Je pense qu'on va d'abord essayer de recadrer un peu d'où tu viens. Genre, ne serait-ce que déjà géographiquement, toi t'as grandi où, ce genre de truc. Bon, alors c'est un peu le bordel. Ah ouais? En gros, je suis né à Reims, mais j'ai pas vécu longtemps. On y a vécu, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Après, on a déménagé en Alsace. En fait, mes 2 parents étaient fonctionnaires et mon père est prof de PS en collège. Et en fait, tu sais, t'as un nombre de points pour avoir tes mutations. Ouais. Et il est tombé une année, il voulait accumuler des points de base pour qu'on puisse bouger dans les Alpes. Sauf qu'il est tombé sur une année où le ministre de l'Éducation de l'époque a dit en fait, vous avez 1 an pour écouler vos points. Du coup, il a été obligé de faire le mieux qu'il pouvait. Donc, on a pris les Vosges en Alsace parce qu'il y avait de la montagne et que vu qu'on aime bien la montagne, il y a quand même de quoi faire un peu du snow, du vélo, d'escalade. On est allé là-bas. J'ai passé beaucoup de temps là-bas jusqu'à la première. Ok. Un bel enfer. Dans les Vosges, plutôt à la campagne, quoi. Ouais, j'étais en petit bled, genre il y avait. Full petit bled de montagne. Après, c'est bizarre, c'est à la fois un bled de montagne, mais en termes géographiquement parlant, on pourrait en soi limite le placer dans du périurbain. Mais en vrai, c'était pas du périurbain, notamment dans la sociologie des personnes qui habitaient. C'était pas des gens qui venaient du périurbain. Ouais. Et puis, genre, ces petits villages alsaciens, on était genre 3-4 jeunes max. Oh waouh. Donc, et puis pour aller en ville, fallait descendre la montée. Non, mais 3-4 jeunes, genre, t'allais à quelle école, genre? Alors, il y avait le collège en bas, il y a une petite ville en bas. Ok. Donc, on allait au collège là-bas et tout, on avait un bus qui nous amenait et tout ça, une camionnette par Michou qui était le mec qui s'occupait, l'agent municipal en gros du bled. Après, c'était chiant du coup quand t'es jeune parce que tu peux pas trop redescendre dans la ville qu'il y avait en bas parce qu'il y avait la grande montée à faire, donc soit en vélo, soit à pied, ça prend une demi-heure. Puis bon, j'avais pas beaucoup de potes, c'est pas une bonne période de ma vie. C'était pas ta meilleure. Non, vraiment pas. Ok. On pourrait y revenir après, mais c'était pas du tout une bonne période. Ouais. Et après, j'ai bougé dans les Hautes-Alpes, du coup. Parce qu'on est des gros dingues de snow dans la famille. Donc en fait, je vous explique, depuis que j'ai 3 ans, mon daron n'arrête pas de mettre toute la famille devant des films de snowboard. Donc quand je dis film de snowboard, c'est pas un film. Il y a des films de snowboard. En fait, c'est pas un film, c'est un enchaînement de parts. De parts de snow. Des trucs de fou, hein. Genre, c'est absent de production, notamment, qui en fait beaucoup. Et en fait, on est tous dingues de ça dans la famille. Mon petit frère, il est vraiment chaud. Moi, moins. Bah, c'est comme ça que j'ai perdu les dents d'ailleurs, quand c'est un snow. Ah, ok, d'accord. Moi, je pensais que c'était à la bagarre du coup. Non, c'est pas la bagarre. Non, je t'ai dit, moi, c'est que bagarre. Oui, bagarre en club. Tranquille, bagarre en club. D'accord. On en reparlera de rapport à la bagarre. Mais non, c'est un snowboard. En fait, sur le snowboard, j'ai bouffé une box pleine gueule. Mais je me suis pété plein de trucs. Hein. Voilà, je l'ai pété 6 fois. Putain, 6 fois? Ouais, j'ai dû m'ouvrir les arcades, je me suis ouvert la paupière de l'œil, je me suis ouvert la rétine de l'œil. Je suis pas mal cassé des trucs, quoi. Putain, tu sais que moi, avec mon passif de meuf qui escalade des trucs à balles, je me suis jamais rien cassé. Allez vous faire foutre. Ouais. J'ai juste un squelette en adamantium. Ah, genre, ça peut aider. Je pense que je suis Wolverine. Moi, je pense que j'ai un squelette en verre, tu vois. Mais t'es comme mon petit frère, il a un squelette en adamantium aussi. En fait, je prends pour lui à chaque fois. Du coup, dans les Alpes. Ouais, dans les Alpes, parce que pour le snowboard et même pour la montagne en général. Du coup, tu fais ta terminale dans les Alpes. Première et terminale dans les Alpes. Ça se passe trop bien. Je rencontre ma meilleure pote, qui était vraiment très très cool. Moi, je passe un bon lycée et tout, et après je finis à Grenoble du coup. Mon seul vœu d'accepter parce que j'étais en bac S et ça me plaisait pas, et moi quand ça me plaît pas, j'arrive pas à faire. Ouais, mais je comprends, moi j'ai un peu la même. Genre, c'est compliqué. Du coup, je me retrouve à Grenoble. Et là, ça fait 4 ans que je suis à Grenoble maintenant. 4 ans du coup, ok. Ouais. Je kiffe cette ville, vraiment. Ah, moi aussi, je suis une énorme bandeuse de Grenoble, genre, mais pour de vrai, hein, je trouve la ville trop bien, c'est très militant, il y a une ambiance hyper, enfin ça bouge toujours, il y a pas un jour où tu te fais chier, genre... Chicago, Chicago, hein. J'aime trop ce terme en vrai. On dit Chicago, alors en fait, c'est même pas chaud. Genre, en tant que France, je me suis jamais fait emmerder. Même j'ai eu des embrouilles dans le tram avec des mecs, tu vois. Jamais c'était revenu en mode genre, ouais, t'es un PD, t'es maquillé, ou t'es un PD, t'es un. Non, c'est très rare. Moi, les seules fois où je me suis fait emmerder, c'est plus dans les quartiers bourgeois, en fait, de Grenoble. Ah ouais. Genre, c'est marrant, tu fais le truc. Oui, j'ai répété ça baste. Du coup, t'arrives à Grenoble. À partir de là, tu te lances dans des études. Ouais, du coup, j'étais dans une licence qui s'appelle Sciences humaines appliquées. C'était une licence pluridisciplinaire autour des sciences humaines et sociales. Ok. Donc, en gros, on avait de l'histoire, de l'histoire géo-philo. Et après, à partir de la L2, du droit et de l'économie qui se rajoutait. La sociologie, c'est quand même un truc qui t'a toujours suivi.
Plus ou moins. Alors, je dirais pas la sociologie au début, mais surtout la politique. J'ai toujours été assez politisé. Ça, ouais. Et la sociologie, j'ai pas vraiment eu de sociologie à proprement parler, de matière sociologie pure. Mais quand tu fais de la géo, quand tu fais de l'histoire et tout, tu fais de la socio, surtout avec les profs que j'avais, c'était vraiment des profs très à gauche. Si vous êtes à la fac à Grenoble, l'Arche, vous connaissez. Genre, vous savez la réputation. Du coup, c'était assez cool. Et du coup, j'ai quand même toujours été plus ou moins intéressé par ça. Au moins par l'aspect politique et après plus tard par l'aspect très sociologique. Et de toute façon, c'était le principe de ma licence. C'est une licence pluridisciplinaire. Donc forcément qu'il y avait de la socio dedans et tout mélangé. Tu m'as dit c'est quoi sociologie appliquée? Sciences humaines. Sciences humaines. Sciences humaines et sociales. D'accord. Okay. Le nom exact, c'est sciences sociales, parcours sciences humaines appliquées, je crois. Okay. Et voilà, et cette année j'étais en master d'urbanisme. Ça m'a pas du tout plu. Ouais, ok. Donc j'ai un peu subi l'année, j'ai pas réussi à faire passer les derniers partiels. J'ai jamais capté ce que ça voulait dire urbanisme. En gros, c'est de l'aménagement des villes. Et de où sont les maisons, où sont les rues. Grossièrement, oui, il y a de ça. Mais c'est plus, tu fais des trucs comme par exemple, des documents d'urbanisme comme le PLU, plan local d'urbanisme. Donc tu vas dire ici on peut construire, ici on peut pas construire. Ah oui, d'accord. Tu peux aussi faire des projets, on va construire ça là, ça là. C'est vraiment, en vrai, c'est super important. Il y a un gros aspect social derrière. Parce que les politiques que tu vas prendre vont avoir un énorme impact social derrière. Et du coup, c'est super intéressant, mais en fait, ça m'a pas plu concrètement. Surtout les cours qu'on avait, j'ai trouvé plat. En vrai, c'est un bon master, hein, mais ouais, j'imagine. C'était trop plat pour moi, pas assez militant. Et en plus de ça, il y a eu le coming out trans. Donc je me suis très intéressé aux questions de gender studies, même si je m'y intéressais déjà beaucoup avant. Et du coup, ça, c'est au début de tes études supérieures, donc t'as 19 ans, 20 ans? Au moins, j'ai 21 ans. C'est l'année dernière. En début de. En gros, mon cheminement. Ça a commencé l'année dernière. Même avant. Comment je peux expliquer ça? Parce qu'en fait, c'est très long. Il y a plusieurs étapes différentes. Si tu veux, on finit ton parcours de vie, après on revient sur ton parcours de transition. Plus chaud, ce sera plus simple, je pense, pour moi, pour expliquer. Vas-y, let's go. Et du coup, je me retrouve en master d'urbanisme. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Là, pour le moment, le plan, c'est l'année prochaine faire un service civique, parce que j'ai besoin d'une pause. Ouais. Et l'année d'après, partir en gender studies, donc soit à Lyon, soit à l'EHESS si j'y arrive. Ok. Ce serait cool, parce que c'est plutôt stylé. Gender studies, tu peux définir? Études sur le genre. En gros, c'est l'analyse des rapports, grossièrement l'analyse des rapports de genre au sein d'une société. Ok. Ce qui est d'ailleurs un peu un des trucs au centre de ton compte Insta. Ouais, typiquement. Ouais. Et je pense qu'on redétaillera plus tard sur transgressif. Ouais, on pourra détailler plus tard. Du coup, là, donc en fait, on a fini quasiment la présentation. Moi, je crois qu'on a sur ton parcours de vie et donc du coup ton parcours de transition. Déjà, il y a quelques détails que j'ai captés a posteriori sur mon enfance. Ouais. Ça, c'est super intéressant. J'adore poser cette question justement aux gens de ça. Est-ce que du coup, une fois que t'as fait ton cheminement de trans, tu captes c'est quoi, genre les trucs qui étaient déjà trans quand t'étais plus jeune en fait? Ouais, justement, il y a quelques trucs que j'ai captés qui étaient un petit peu des petits bails. Un des premiers souvenirs que j'ai, c'est la période où je découvre en fait ma bisexualité. Oui. Et il y a eu un petit brouillage entre les deux. Parce que je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien porter des trucs un peu féminins, typiquement des t-shirts à manches longues et tout, que ça me fait me sentir féminin. Et que j'aimais bien ça. J'étais en mode genre, oh c'est cool et tout, je me sens bien comme ça, d'être un autre comportement et tout, c'est trop bien. Et j'ai lié ça par cliché à la bisexualité. Oui. En mode. Parce que même quand t'es gay, il y a ce côté un peu folle et tout. Ouais, typiquement exactement l'image de ce qu'on appelle la folle, du coup, d'ailleurs, c'est le cas des termes comme folle, twink qui montrent très bien le sexisme qu'il y a même dans la communauté homme cis gay. Tout à fait. Très abusé. Et on pourra en parler de la communauté homme cis gay. On pourra bien en parler, j'ai pas mal de balles à tirer là-dessus. Il aime bien tirer des coups de feu. Oh, t'es là pour mettre des cartouches aussi. Ouais, j'aime bien, c'est un pour le moment, j'ai pas trop commencé, mais c'est un des objectifs du compte. On en reparlera après, mais de mettre des cartouches là où il faut mettre des cartouches parce que j'aime bien. Il faut critiquer, enfin, c'est sur ce truc de critiquer sans pour autant dire que c'est complètement acheté. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, et puis il y a plein de tabous dans la communauté queer qu'il va falloir qu'on parle. Ouais, sérieusement. Ouais. Typiquement le cas des VSS. Faut qu'on en parle. Ouais, VSS, violence sexuelle et sexiste. Ouais. Et par rapport à VSS, on entend beaucoup violence sexuelle. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les agressions sexistes. Il y a aussi les agressions sexistes. Mais en vrai, du coup, maintenant, le terme de VSS se généralise pour parler de toute agression sexuelle, pas que sur des personnes sexisées. Oui. Mais voilà. Bref, je disais, oui, du coup, je capte ma bisexualité, je commence à porter des fringues un peu plus chum, et je suis moi genre, waouh, mais c'est trop bien, j'adore et tout. Bon, avec le harcèlement, autant dire que ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Harcèlement de étudiants ouais, du CE2 à. Ça a commencé au CE2 avec un prof qui en fait m'utilisait pour me descendre devant toute la classe en mode t'es pas autonome, mais rien stressé. Ouais, c'est exactement la même. Ouais, on se connaît là-dessus, voilà, c'est sympa, hein, ça bonne ambiance pour démarrer dans la vie. Ouais, c'est ça, surtout en C2 quoi, alors bon, c'est chaud quand même. Ouais, bref, on mettait plein la gueule, ils ont genre dead name, il est pas autonome, nanani, nanana. Moi, mon parcours de vie correspond beaucoup à la notion de transfuge de sexe de Emmanuel Bobassi. Donc pour les personnes qui savent pas. Ouais, là faut parce que même moi, je suis pas sûr de ça. Ouais, justement, j'allais définir.
En fait, vous connaissez peut-être la notion de transfuge de classe, c'est les personnes qui passent d'une classe sociale à une autre. Ouais. Donc t'as des transfuges qui montent. Par exemple, tu commences prolo, tu finis patron. C'est ça, exactement. Et t'as des profils qui descendent. Tu commences patron, tu finis prolo. Tu lances classe moyenne, tu finis prolo. Ouais, comme si on d'arriver à la totalité du pays avec la précarisation montante. C'est ça. Emmanuel Bobassi, du coup, qui est un sociologue non, il n'est pas le HF, mais qui est un très bon sociologue, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Transfuge de sexe. Il entend le terme sexe pas par sexe biologique qui n'existe pas, mais un genre en fait. Et ben du coup il y a cette notion-là de transfuge de classe. Et lui il le reprend avec le sexe, avec l'idée de il y a des personnes, les transfemmes, qui vont être d'une classe dominante, déclassée, alors que les transmasses vont subir, vont vivre un reclassement social. Alors attention, pour moi c'est pas généralisable à l'ensemble des personnes trans, parce qu'il y a des personnes trans qui expriment leur personnalité depuis tout petit. Etc. Donc tu peux pas généraliser à ces personnes-là. Oui. Mais par contre, pour mon parcours, ça marche. Et je me reconnais quand même pas mal là-dedans, donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis ok avec moi le fait de dire il quand je parle de moi quand j'étais plus jeune. Et puis même genre dans la rue, dans le truc comme ça, tu vois la différence directe. Genre, tu le sens, le déclassement social. Donc voilà, ça c'était quand j'étais jeune. Il y a un autre moment aussi où je m'en souviens, j'étais en colo avec la chorale, parce que ouais j'ai fait la chorale, je sais pas chanter pourtant. Parce que la chorale, tu peux ne pas savoir chanter vu que ça se mêle au reste des gens. Ouais, puis c'est cool, en vrai c'était une bonne expérience. Et en fait on est parti 2 jours en montagne, dans un chalet ou un truc comme ça. Et dans cette expérience-là, en fait, à un moment, les meufs m'ont maquillé, ils m'ont mis une jupe. Et moi j'ai le théâtre, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'ils étaient trans grâce au théâtre. Grave. Mais c'est comme aussi le travestissement chez les personnes qui transitionnent très tard. Chez les transfemmes qui se transitionnent tardivement, t'as beaucoup il en parle aussi en plus dans son bouquin. J'en parle beaucoup parce que c'est le livre que je suis en train de lire. Il en parle beaucoup et t'as beaucoup ce truc-là de travestissement pendant des années comme moyen de cope la dysphorie jusqu'à se sentir prêt à transitionner. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Moi, pour le coup, je l'ai pas fait ça. Non, moi j'allais chez une pote, mais de toute façon, j'en parlerai plus tard dans la dernière émission, mais ouais, moi j'allais beaucoup chez une pote à moi pour me travestir. Ouais. Parce que je me fiais ses fringues et tout, et j'ai fait ça hyper longtemps. Ça, c'est un parcours classique. Après, moi, je me reconnais pas dans ce parcours-là, du coup. Bah, j'ai l'impression qu'à notre âge, c'est moins un parcours classique. Ouais, ça le devient moins vraiment, c'est vrai. C'est très réel là-dessus. Et du coup, pour la suite, en fait, c'était un job d'été que je faisais. Du coup, pendant cette affaire-là, je me faisais incroyablement chier. Je bosse en grande surface, je te mettais à la boulangerie, sur le papier ça a l'air cool, dans les faits tu te lèves à 4h du mat pour aller cuire du pain mais que tu fais pas toi, tu sais juste tu coupes au feu, puis tu mets dans des trucs, tu mets rien, tu vois. C'est très chiant. Du coup en fait l'idée a commencé à germer de me dire oh putain j'aimerais bien me maquiller en soirée, etc. tu vois. Je mets ça de côté pendant un an, puis je rencontre une personne qui est une personne importante dans ma vie, mine de rien, qui m'a beaucoup aidé pour la transition, même si je lui reproche beaucoup de trucs, on n'est plus amis maintenant, qu'il y a eu du bif. Et que justement, il y a aussi des trucs un peu de transphobie intégrés dans le discours qu'on avait entre nous, etc. Ouais, okay. Dans le rapport. Mais je commence à me maquiller pour aller à la fac. Parce que je sais que cette personne est là et qu'elle pourra me soutenir, qu'en plus je suis dans une promo assez safe. Ouais. Et au début, je pensais que c'était juste pour le style, et puis petit à petit, j'ai un chip, je me fais, mais en fait, je me dis, pas pour le style. C'est pas que pour le style, quoi. Il y a peut-être un autre truc derrière, que j'ai envie de ressembler à quelqu'un d'autre, quoi. Alors, j'ai pris beaucoup de temps à l'accepter parce que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Beaucoup de mal pendant très longtemps à me dire trans. Ouais. Il y a eu un événement qui a fait que j'ai réussi à le dire. C'était pendant la réforme des retraites. On avait. Je sais pas si je peux en parler. Ouais, si ça passe. On avait tagué 2-3 petits trucs, des petits slogans. Ouais, ok. En fait, j'ai tagué non-binaire, déter et révolutionnaire. Ouais, ok. Et là, ça y est, j'étais en mode genre, putain, ça y est, je peux me dire trans. Et parce que je suis d'abord passé par l'étiquette non-binaire, on est beaucoup à avoir fait ça. Ouais, bah oui, on est très nombreuses et nombreux d'ailleurs à être passés par là. Puis si t'as peur de te foutre dans la merde, moi aussi je tag de temps en temps. On peut pas le dire, mais moi je sais. Et du coup, il y avait ça, et petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais les pronoms elle, puis après je voulais changer de prénom. Et là, pour le moment, je me dis meuf trans. Pour moi, t'as fait que ta transition sociale, donc là c'est un changement de prénom. T'as pas encore pu commencer ta transition médicale? Non, pas encore. Il n'y a pas eu de transition médicale. Du coup, pas du tout de transition administrative non plus. Non, et ça, je suis pas sûr de la faire. En même temps, parce que c'est pas un juge de nous dire. Déjà, il y a ça, que je risque de péter un plomb devant le juge. Je n'aime pas les juges de base, donc voilà. Et il y a aussi l'aspect fichage, moi, qui me fait flipper, que en vrai, j'ai pas vraiment envie d'être dans les papiers de l'État en tant que personne trans. Mais c'est vrai que ça part en couille. Ouais, c'est pour ça. Moi, c'est ça qui me fait peur, tu vois, c'est que ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Si ça part, j'avais jamais pensé. Si ça part surtout avec le fait qu'on risque de se bouffer Le Pen et l'extrême droite, moi j'ai réfléchi quand même pas mal, quoi, parce que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est pas ma priorité, je t'avoue, en plus, là, c'est plus les hormones déjà. Ouais, normal. Donc il faut que je passe le cap. Mais voilà. Okay. J'en suis à ce stade-là de la transition. Et du coup, c'est quoi est-ce que t'as un souvenir du. Ah, tu l'as déjà dit, mais est-ce que c'est le moment précis où tu te rends compte que t'es une meuf trans
Est-ce qu'il Il y y a a pas un de... moment... Non, c'est très... Il y a pas un switch? Non, alors il y a eu un switch sur la trans, que le fait que je me rends compte que je suis trans sur le maquillage. Ouais. Ça m'a fait un switch, mais même là, ça a été très progressif. Ok. Et par contre, pour le trans, c'est vraiment venu petit à petit. Je ne saurais pas te dire à partir de quel moment je me suis dit meuf trans. En fait, je crois que j'ai commencé à m'appeler Margot, puis après, j'ai commencé à me présenter comme étant une meuf trans, quoi. Ok, d'accord. Et juste, il y a Ça pas... a quand même découlé assez naturellement, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le moment où je suis sorti du déni de ça, parce qu'en vrai, c'est une part de déni, on va pas se mentir. C'est un déni. On utilise très peu le terme, mais pourtant, moi, je pense qu'il est très probant. C'est clairement du déni. Et au moment où je suis sorti du déni, j'étais déjà très engagée, très militante. C'était pendant la réforme des retraites en plus, donc vas-y, je bouffais la balle de militantisme dans la gueule. Donc du coup, il n'y a pas eu de problème là-dessus. J'étais dans une promo qui était safe. D'ailleurs, ma promo, vous êtes les S, vraiment. Très très safe. Plus safe que certaines personnes militantes en plus. Qui sont pas du tout militants. Mais ça, c'est assez récurrent. On va pas se mentir sur la question de la transidentité. Il y a même des personnes trans militantes qui sont pas très safe sur la transphobie. Ouais. Ça arrive. Mais voilà. Et du coup, pour clore le sujet du parcours, ça s'est fait assez naturellement en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir sorti du déni au bon moment. À un moment où j'étais déjà bien armé par rapport à ça. En fait, si ça j'en ai pas parlé, c'est que ce qui m'a amené à me rendre compte que j'étais trans aussi, c'est que j'ai eu une phase où je me suis énormément intéressé au féminisme. Je torchais ça à balle. Mais vraiment, je tapais des heures à écouter des podcasts, à lire plein de trucs. D'accord. Et j'étais très engagé dans la cause, mais du coup, ce qui faisait aussi mon syndrome de l'imposteur, parce que j'arrivais pas à me dire légitime, et je sentais que j'avais grave une attirance pour cette cause-là, et je comprenais pas pourquoi cette cause spécifiquement. Et en plus, je pensais que j'étais un homme cis, tu sais, la place, elle est ambiguë, tu vois. Ouais, c'est compliqué d'être un homme cis et pro-féministe, concrètement, genre, plein de raisons. Ouais. Et du coup, c'était un peu difficile, et j'ai un peu eu du mal à... Ça a un peu joué sur le syndrome de l'imposteur. On va pas se mentir, surtout avec la personne qui était qui était une meilleure pote à l'époque, qui en vrai c'est pas une terre, mais juste même elle avait des bails de transphobie intériorisée. On a tout ça, moi la première. Ouais. Donc après elle s'était un peu plus poussée quand même, tu vois, des fois. Surtout qu'elle a beaucoup elle avait créé beaucoup d'aura. La différence aussi, c'est que en fait c'est comme le racisme. On est tous racistes, faut juste en être conscient. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai même plus que en fait, il y a un truc qu'on a du mal à accepter dans le monde militant, c'est qu'on est tous problématiques. Ouais. Et qu'il y a pas de pureté militante. On est tous problématiques sur les sujets auxquels on a la posture de dominant. Et c'est ok des fois d'avoir des comportements problématiques. Ça dépend de l'échelle, bien entendu. Oui, et puis il faut surtout ne pas en faire une théorie politique. Voilà, exactement. Et du coup, c'est juste à partir du moment où tu écoutes la personne, que tu comprends si la personne elle peut être un peu contre toi et qu'après tu te remets en question, c'est ok. On n'a pas la chance en plus. On a tout le droit de vriller aussi, tu vois. Mais je crois que je sais plus qui c'est qui dit ça, mais genre que la transidentité, c'est pas un savoir inné. Bah tu vois, typiquement, c'est pareil pour les questions antiracistes, c'est pareil pour tous ces antivalidistes, toutes ces questions-là. C'est pas un savoir inné. Donc il faut accepter de prendre du recul et de se dire ok, je suis problématique, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce qui va chez moi, qu'est-ce qui va pas chez moi, et il faut comprendre et écouter les personnes quand elles te font des retours, et même si c'est des retours qui peuvent être violents, un peu énervants, un peu la personne est énervée, etc. Bah ferme ta gueule et écoute en fait. Oui, ça va te saouler, oui, peut-être que tu prends le tarif pour tous les autres avant, en même temps qu'on prend la personne en face de toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ce que je me tue à expliquer souvent à des personnes cis. Genre en fait, on est tous problématiques, mais c'est pas un problème. Ouais. Tu vois, parce que c'est en fait, c'est un problème social, mais c'est pas un problème individuel. Dire à quelqu'un t'es raciste, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, c'est un fait, tu vois, genre c'est un fait social, genre et de fait, on l'est déjà tous à certains niveaux, quoi. Le problème, c'est quand on fait encore une fois une théorie politique de ton racisme, à ce moment-là, tu deviens fasciste en fait. Ouais. C'est là que c'est problématique, tu vois. Mais raciste, on l'est tous, on a grandi dans une société raciste. Transphobe, on l'est tous, on a grandi dans une société transphobe. Pire que ça, une société hétéronormative. Ouais. Ce qui, du coup, ensuite déclenche l'homophobie, la transphobie, biphobie, tout le reste, quoi. Ouais. Faut juste en être conscient de nos failles. Ouais, c'est clairement ça. Faut accepter que, en fait, on n'est pas ok sur tout et c'est pas grave. Ouais. Alors, c'est grave si tu te remets pas en question, si tu fais pas gaffe à ça. C'est grave si t'essaies pas de progresser. C'est ça. Par contre, si tu essaies de progresser, que tu mets de la bonne volonté, là, ça va bien se passer. Et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai une vraie. Genre, moi, je me vexe pas quand une personne me met genre, enfin, me met genré, parce que ça arrive quand même beaucoup moins souvent, si elle le fait pas exprès. Ouais, pareil, genre. À partir du moment où la personne, je lui ai pas dit, elle peut. Enfin, je pars du principe que bon, il y a des signes, t'as vu, mais elle peut pas non plus savoir, peut-être qu'elle est pas renseignée, etc. Ouais, après, dire c'est binaire, ou genre elle peut. Enfin, tu sais, il y a plein de. Et puis aussi, juste en mode genre, je sais pas, une étiquette avec marqué mes pronoms, c'est normal que la personne sache pas, quoi. Surtout qu'on n'est pas tous renseignés sur la transidentité, on va pas se mentir aussi. Hein. Avec les médias qu'on a et ce qui se passe en ce moment, c'est normal aussi que les gens. Le problème, c'est quand t'expliques avec quelqu'un et que la personne dit ah non. Ouais. Bah, va te faire foutre en fait. Juste si c'est un non fermé, non en fait. Et puis genre juste en fait les gars, genre votre auteur préféré ont signé dans la même maison d'édition que Papacito. Voilà, Papacito, influenceur d'extrême droite qui a proposé d'aller taper des gauchistes, voire de carrément les poignarder. Ouais, des débutés, il a tiré sur des affiches de Mélenchon, tout comme ça. Alors, mec bien débile. State.
Oui, comme tous les vrais patriotes. Ouais, de tous les France. vrais patriotes de France. Qui quittent le pays. Tu sais, puis après, quand tu leur poses la question de pourquoi ils se barraient, c'est il y avait trop de répression. On fait plus de répression que vous, on se barre pas. Donc, Oui, c'est clair, arrêtez, nous hein. on est là, on est solide en En fait, fait. vous aimez pas la France, vous aimez votre idéal dans ce soit blanc. Puis ils aiment bien les armes en fait, ils aiment bien l'Amérique. Normal qu'ils partent en Amérique. Genre les personnes d'extrême droite sur internet qui prétendent être patriotes, ils ont une direction artistique américaine, ils ont des théories américaines aussi. Parce que pareil, les théories du genre, on nous accuse tout le temps de. C'est un truc que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on nous accuse tout le temps d'avoir apporté des théories états-uniennes. Aux États-Unis, ils appellent ça la French Theory. Ouais. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que si t'es patriote, à la limite, t'es pro-trans parce que c'est de chez nous que ça vient quand même. Ouais. Donc, En tout cas, ils appellent ça la French Theory, mais c'est un peu plus complexe que ça l'histoire en France. bien sûr. Notamment Juste parce pour les que, février que je dis ça. Il y a deux grandes écoles. Non, mais ça marche bien pour les février, c'est clair. Et après, peut-être pour le point. Je sais pas, point culture là-dessus. Vas-y, lance-toi, t'es super basé là-dessus. Il y a en fait, en gros, dans le féminisme et du coup, ce qu'est le gender study, il y a deux gros courants, les courants différentialistes et matérialistes. Matérialiste, c'est le courant pro-trans, on va dire. Différentialiste, c'est anti-trans. C'est en mode genre. Différentialiste, c'est t'es une femme parce que t'as tel attribut. Ouais. T'as tes comportements qui sont liés à ta biologie. Et le truc, c'est qu'il faut qu'on change les valeurs, qu'on ait des valeurs positives au comportement des femmes. Matérialiste, c'est le genre est un construit social. Ouais. Les comportements sont des comportements sociologiques et non pas biologiques. Et en fait, en France, pendant très longtemps, on s'est inscrit dans une école différentialiste. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de mal sur le sujet de santé. C'est parce qu'on a beaucoup ce background-là, notamment ce background scientifique, qui est un background différentialiste. Ok. Qu'on a moins aux États-Unis, par exemple, où le courant matérialiste était beaucoup plus. Pourtant, genre Beauvoir, elle était à fond dans le. Ça dépend des analyses, ça dépend de l'analyse que t'en as Beauvoir. Ok, Beauvoir, tu compares une analyse différentialiste avec l'analyse par exemple de Butler, c'est pas du tout la même analyse. Butler, du coup, Judith Butler. Judith Butler, ouais, c'est ça. Une grande sociologue, je crois. Pronom Yale, il me semble en plus. Tout le monde le a, mais genre, mais je crois que c'est Yale. J'avais cru voir que c'était Zaysem. Donc Yale, je veux dire Yale. Yale, très très grande sociologue du genre, théoricienne du genre. Bon, il y a des trucs à critiquer quand même, mais c'est quand même Yale qui a ramené l'idée de genre comme étant performatif, que le genre est une performance en fait. Notamment en prenant l'exemple des drag shows. Voilà, et en France, on était beaucoup moins influencé par ce cours-là matérialiste. Après, on a avec des pincettes que je dis aussi. Oui, comme d'hab, les renseignements, je pense qu'on est en train aussi globalement d'aller dans le matérialisme. Hein. Concrètement, ouais. Aujourd'hui, vu que en fait, c'est ce qui permet la théorie trans et que, in fine aussi, le fait d'être essentialiste, c'est ce qui donne des Marguerite Stern et des Dora Muto, quoi, concrètement. Donc les meufs qui ont écrit Transmania, le livre transphobe, en fait, ça veut dire qu'il faut en sortir, quoi, parce que ces meufs, elles sont tellement bloquées dans leur idée de ramener les femmes à l'état de biologie qu'elles finissent par être littéralement antiféministes. Surtout qu'elles te parlent de biologie, mais qu'en fait, elles ne connaissent pas de biologie. Elles ne connaissent rien, c'est pas des... Quand tu débarques une terre, moi, je leur sors toujours... J'ai des sources de biologie. Je leur sors la biologie, là, il n'y a plus personne. Tu regardes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire intersexe. Tu leur parles d'intersexe, ils bégayent. Ah mais oui, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et après, ils viennent te parler de mutilation sur les enfants, tu sais. Oui, c'est-à-dire qu'ils nous accusent, nous, de mutiler des enfants. C'est vous qui menez un système qui mutile des enfants. Mais bon. On va pas tout de suite s'énerver. Ouais. Est-ce que ça te va qu'on parle un peu de transgressif? On peut parler de transgressif, ouais. Tu veux que j'explique quoi en gros comment explique déjà qu'est-ce que c'est peut-être? Transgressif, du coup, c'est mon compte Instagram. C'est un compte sur lequel je publie des posts militants. Il y a un peu de tout. Il y a des posts coup de gueule. Il y a des posts où je vais expliquer plus des notions parfois. Ouais. Il y a des posts où je vais faire des constats. Typiquement, le dernier, je parle de la fétichisation des personnes trans. Ouais. Et de comment aussi les transfemmes ont subi x2 cette fétichisation parce qu'on est fétichisé. Et fétichisation. Fétichisé, c'est genre c'est compliqué à définir. En fait, c'est qu'on veut te pécho pas pour la personne que t'es, mais pour un trait spécifique. Typiquement, on veut te pécho parce que t'es noir, on veut te pécho parce que t'es trans. Ouais. Des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'explique dans le texte, c'est que déjà il y a cette fétichisation là. Qu'elle est problématique de 1 parce qu'elle se base parce que déjà elle nous objectifie. En fait, attention, on va le bip. Elle nous objectifie, donc ça fait que c'est assez problématique. Elle est aussi basée sur une vision, ce qu'on appelle transmédicaliste. Donc en gros, que pour être valide en tant que personne trans, tu dois forcément avoir fait des transitions médicales. Tout à fait. Avec l'idée fantasmée d'un corps qui mélangerait le meilleur des deux. Hein, ça c'est la pire phrase. Très entendu chez les bisexuels. Les transmasques, c'est le pire des deux, genre. Ouais, un truc comme ça. Vraiment. C'est très entendu chez les bisexuels, ça là, chez les hommes cis bisexuels. Les chasers. Hein. Ouais, typiquement. Voilà, j'en ai ça. Chaser. Ouais. Chaser, c'est justement du coup des personnes qui fétichisent les personnes trans et qui du coup vont rejoindre des milieux queer pour tenter d'accéder à nos corps en fait. Parce que leur vrai délire à eux, c'est pas de baiser des meufs, c'est de baiser des meufs qui ont des bites. Genre c'est vraiment ça leur truc, tu vois. Vraiment. Ça c'est un chaser. Et il faut vraiment s'en méfier parce que ils peuvent avoir l'air très woke, très ouvert d'esprit, très tolérants sur plein de sujets. Et en vérité, leur vrai king, c'est juste parce que ça fait 10 ans qu'ils se masturbent sur des shemales concrètement et c'est leur kiff quoi et c'est trop bizarre.
Ah, c'est leur fantasme en fait. C'est trop bizarre. Moi sur Grindr, il y en a plein qui me le disent ça. Ouais. Oui, je suis sur l'appli du diable. L'appli du démon. Et en fait, il y en a pas mal qui me le disent, des trucs comme ça. En mode genre, mon fantasme c'est de me faire un trans. Mais en fait, non. Bref, voilà. Il y a ce truc-là. Et nous, une personne transfemme, il y a aussi des chasers de mecs trans. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Très juste. Très très juste. Il y en a beaucoup. C'est vrai que j'ai parlé de l'image d'Épinal du chaser, mais ça existe dans les deux sens, bien sûr. Ah oui, clairement, il y en a aussi beaucoup pour les mecs trans. Même pour les personnes bi. Il y a aussi des meufs chaser. Ouais, il y a des chasers. Il y en a même beaucoup. Ouais, il faut s'en méfier. Et du coup, là où je voulais en venir, c'était que, en fait, en plus, nous, cette utilisation des transfemmes, on la vit x2. Parce que la posture sociale femme dans une société, elle est définie par deux choses. La valeur reproductive, donc savoir faire de bébé, en gros, et la valeur sexuelle, donc quoi. C'est-à-dire que tu es la récompense des hommes. C'est ça. Sauf que nous, la valeur reproductive, on l'a pas parce qu'on n'a pas d'utérus. Du coup, on est... Bah non, étonnamment, non. Merde. Non, je suis né avec un pénis, écoute, c'est comme ça. N'en déplaise à Mario Holstein ou à Doramuto, je suis une bite. Voilà. Bite de femme. Et je me vois très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire et du coup, ça fait qu'en fait, nous, on va avoir tendance, par le patriarcat, parce qu'on vit aussi les aspects du patriarcat, à se rabattre dessus sur la valeur sexuelle à fond pour être vu comme légitime en fait. Tout à fait. Donc typiquement voilà, j'ai un peu ouvert un tiroir, mais c'est ce genre d'analyse là que j'ai sur mon compte. Je l'ai depuis quelques mois, je crois 6 mois. 6 mois du coup t'es sur ce compte. Un truc comme du ça. coup c'est trans.agressif. C'est ça que c'est écrit. Ouais, c'est ça. Je peux pas mettre trans.agressive parce que c'était déjà prêt. Translessive. Trans.agressive. Agressive. Ah oui. Du coup, je te dis. Après, ça reste un peu neutre, c'est-à-dire quelque chose est transgressif. Ouais, ça passe au-dessus, donc ça me va très bien. Et voilà. J'en profite pour rappeler que le compte est bien évidemment no TERF, mais aussi no swear. Donc pour les personnes qui ne savent pas, swear, même moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est Sex Worker Exclusionary Radical Feminist. C'est les abolos. Ouais, c'est ça, typiquement. Et, explique. Abolos, c'est les personnes qui considèrent qu'on doit interdire le travail du sexe, et notamment qu'on doit l'interdire par de la répression. C'est ça. Si, déjà, je remets en cause ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du travail du sexe consenti, et qu'on peut en faire comme ça. Ouais. On peut le faire en ayant envie. Le problème, c'est la précarité, c'est pas le travail du sexe. C'est ça, comme c'est pas le travail du sexe, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de gens précaires. Et le problème, je dirais même que c'est l'illégalité de les pratiques de travail du sexe. J'allais y venir. Le problème des SWERF, c'est qu'elle promeut des lois qui vont venir restreindre le travail du sexe, ce qui met encore plus en danger les travailleurs du sexe, parce qu'elles se retrouvent à devoir travailler dans des conditions beaucoup plus complexes, pour pas se faire arrêter par la police, dans des conditions du coup très dégradées, à être beaucoup moins bien payées, parce que forcément, vu que c'est plus dur d'avoir tes clients, tu les fais payer moins cher. Et tout un ensemble qui fait qu'en fait c'est une méga problématique. T'as pas de droit du travail, t'as rien qui s'applique. Tu cotises pas pour tes retraites. Et en plus t'es vulnérable parce que t'es généralement, il y a des travailleurs du sexe hommes, mais t'es quand même souvent une meuf en travailleur du sexe. Et en fait si on t'agresse, on t'agresse, et comme t'étais en train de faire un truc illégal, tu peux pas aller partir. Non. Et donc du coup ce compte Instagram, l'idée est venue en fait que j'avais envie j'aime bien écrire des textes de base. J'avais toujours voulu faire ça. Et je me suis lancé à me dire que je vais me créer un compte. En plus, ça pourra m'aider pour mes postulations pour mes masters, parce que ça montre que je suis engagé dans le sujet. Puis il n'y a pas que la socio, il y a aussi beaucoup de sport, et notamment les sports dangereux. Les sports, est-ce que tu veux qu'on aborde maintenant le sujet du sport, ouais. Parce que c'est quand même un gros pan de ta vie. Ouais, pas mal. Ouais. J'ai fait beaucoup de sports différents. J'ai commencé par le BMX de race. BMX de race. T'es sur un BMX, sur des bosses en terre, tu pars à 8, le but c'est d'être le premier arrivé. C'est une course de BMX. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai fait du coup le BMX de race. Après, je suis passé au VTT Enduro. Ok. Donc ça, en gros, c'est... alors, moi, je suis quasiment pas fait de compète, mais les compètes, c'est... t'as un temps imparti pour monter la montée, mais qui est large. Et après, t'as une descente qu'on appelle la spéciale, qui est chronométrée. Skate aussi, j'en ai fait beaucoup. J'ai une grosse période de skate, notamment quand je suis arrivé à... Quel type de skate Skate freestyle. Alors, street, pas trop de balles, plus du street. Donc street, c'est sur tout ce qui est rail, curb, tous ces trucs-là. Ou juste en flat, donc sur le plat, comme ça, faire des tricks. Et après, t'as le bol. La pratique du bol, c'est dans les énormes cuves, là, vous voyez, en béton, ce qu'on appelle un bol. On est en train de les noyer de vocabulaire. Ouais, j'avoue un peu. C'est le problème du skate, c'est que je pourrais pas skate, très bonne ambiance, en vrai, c'est très cool. Même, ça devient de plus en plus inclusif, alors, c'est pas parfait, loin de là, mais de plus en plus inclusif pour les meufs. Il y a des marques queer, notamment une marque dont j'ai oublié le nom, mais qui est une marque de trucks, donc c'est le bout de métal qui est sous ta planche et qui retient les roues. Okay. Et ça, il y a une marque de trucks queer avec beaucoup de personnes trans dedans. Okay. Un des plus beaux skateurs mondiaux est trans. Ok. Et voilà, donc Léo, c'est Léo Baker. Léo Baker. Ouais, c'est un trans masque. Et j'aimerais bien faire de la longboard en ce moment.
C'est stylé, longboard, je ne connais pas, mais c'est très stylé. En fait, j'ai vu des Enfin, vidéos de personnes qui dansent sur leur longboard. Ouais, longboard dancing, ouais. Et je trouve ça magnifique. VTT, skate, BMX. Tous les sports de cool kid, hein, finalement. Ouais, un peu, ouais. Pourtant, j'étais pas du tout une gueule pédant. Vraiment. Ah, mais rarement, en fait. C'est pas, comment dire, c'est parce que c'est des sports de cool kid que des personnes qui sont pas spécialement cool kid ils vont aussi pas. En plus, là où j'ai grandi, c'était pas vu comme des trucs de cool kid. Ah ouais? C'était vu des trucs de délinquants? Non, pas que de délinquants, mais. Non, c'était juste vu comme des trucs de. On s'en bat les couilles, tu vois. Tu fais pas du foot, tu fais pas du rugby, vas-y, on s'en fout. Ouais, ok, d'accord. Beaucoup à la campagne, tu vois, genre c'est des sports de citadins, on s'en fout. Et après, je suis arrivé à la fac, et à la fac, j'ai commencé la boxe française en cours à la fac. Et là, on rentre dans le gros sujet. L'intérêt restreint. Donc, du coup, j'ai commencé avec en ETC, donc c'est les cours options à la fac boxe française. Ouais, ETC sport à la fac boxe française. Ok, boxe française, c'est. Pied-point, mais la différence, c'est que tu tapes avec la pointe des pieds et t'as des chaussures. Ok. Voilà. Ensuite, après, je suis passé en boxe anglaise en club pendant 1 an. Ouais. Là, c'est que les points. Ok. Ce que j'aime bien, c'est que t'as beaucoup de travail du haut du corps d'esquive que t'as moins dans les sports pied-point, parce que pied-point, quand t'esquives, c'est un coup à te prendre un coup de pied. Ça te rend vulnérable de donner un coup de pied, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu fais de l'esquive comme ça en boxe anglaise, il va y avoir les mecs qui vont taper. Et en face, tu peux esquiver. Soit tu pars le coup, tu bloques, soit tu esquives le coup. Donc, c'est tous les moments de je passe en dessous, puis je remonte, etc. T'as tout ce truc-là. Et en fait, la boxe anglaise, cette technique-là d'esquive, quand tu la mets dans un sport de pied-point, ben, quand tu commences à descendre bas, c'est un coup à te prendre un pied dans la tête, tu vois. Ah ouais. Surtout que tu vois bien ce qui arrive, t'as moins le temps de réagir, donc ça peut vite faire mal. Ou un genou. Un pied dans la tête. Ouais, le pire, c'est le genou. Ça fait vraiment mal. Moi, je me souviens que ma soeur faisait de la boxe française pendant un temps. Ouais. Et elle s'entraînait à faire des coups de pied comme ça. Et à un moment, je m'en suis pris dans la gueule. Oh putain. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Et encore, devant de la boxe française, du coup, je tape avec le pied. Le pire, c'est le tibia. Ah ouais? Ouais. Et là, du coup, récemment, j'ai dû arrêter pendant 1 an, notamment à cause de la transidentité. Parce qu'en fait, j'avais commencé à me maquiller et il y avait des mecs de mon club qui m'avaient vu me maquiller. Et j'étais trop fragile et j'ai pas osé y retourner, en fait. Ah ouais. Et du coup, ça m'a fait grave mal. En plus, là, toute cette année, c'était un peu incertain pour mon opération des dents. Du coup, je ne pouvais plus vraiment reprendre. J'avais pas envie de reprendre une licence pour être pas sûr de pouvoir terminer. Et là, en fait, j'ai découvert un monde de militant où on donne des cours gratuits autogérés. Et j'ai pu reprendre enfin. Et là, c'est du kickboxing, donc c'est pied-point. Ça fait combien de temps que t'as repris là? Bah, c'était ma première séance, c'était jeudi dernier, quoi. Ah, trop bien. Ouais. Et là, mais c'est pour ça que t'étais à fond tout à l'heure quand t'en parlais. C'était ta première séance. Ah ouais, ma première séance là-bas. D'accord, ok. Depuis 1 an. Donc ça m'a fait un bien fou. Et là, j'y retourne mardi, jeudi, je vais recommencer, quoi. Genre, je vais repartir là-dedans. Et voilà. Et du coup, ça fait vraiment une de mes grosses passions, la boxe, quoi. J'aime ça. Et c'est venu comment dans ta vie? Alors, dès le collège, j'avais un peu pensé, notamment à l'époque, en réponse au harcèlement. Et aussi, je pense, une volonté de me dépasser un peu moi-même, dans le sens de arrêter d'avoir peur des coups, tout ça. Ouais, de la confrontation. Et de prendre confiance en moi. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé avec la boxe, c'est que j'ai grave pris confiance en moi. Okay, notamment, du coup, j'ai pas eu peur de me balader maquillé dans la rue parce que je savais que je faisais de la boxe et que je peux un minimum me défendre. Si tu peux m'araber les gens, tu peux beaucoup plus te permettre. Je sais pas si je pouvais m'araber, tu vois. Mais genre, je savais que s'il y a un problème, au moins, je pourrais mettre 2-3 tapis au mec avant de tomber, tu vois. Alors, et autant j'aime bien la bagarre en club, autant dans la rue, moins. Ouais. Enfin, genre, c'est pas que j'aime pas, mais juste que c'est pas c'est à fuir, quoi, genre. Bon, après, ça dépend, t'as vu, si c'est un faf, why not? Mais bon, c'est un peu à fuir quand même, cette idée-là, genre. Parce qu'à la base, c'est tellement dangereux. Oui, puis il faut juste. Oui, c'est ça, déjà, devant. Puis juste. Après, ça sert à rien, des amorces. Cherche à désescalader la violence. Des escalades, et. Bon, après, il y a des trucs, tu peux pas désescalader, tu vois. Tu tombes sur un mec, par exemple, un mec du GUD, tu vas pas GUD, groupe Union de Défense, c'est des néo-nazis en gros. Voilà, c'est eux qui étaient dans la rue à Paris là, avec leur croix celtique. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un des. Vous savez, la manifestation qui a été autorisée. Ouais, le C9M là. Contrairement à toutes nos manifestations propales. Ouais, voilà. Et du coup, fuir la bagarre, c'est bien quand même. Genre, fuir la bagarre, c'est quand même mieux. C'est quand même ce qu'il y a un peu de mieux, quoi. Genre, Mais en club. En club, c'est cool. En club, c'est cool. Après, j'ai jamais fait de combat, hein, de vrais combats en mode. L'objectif, c'est de mettre l'autre KO. Ouais, okay. Même si j'aimerais bien en faire. J'aimerais bien passer ce cap-là un jour, de me dire, là, on y va. Genre, c'est en mode compétition, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Donc là, actuellement, t'es dans le kickboxing, c'est ça? Ouais, c'est de la boxe mixte. Donc en fait, c'est un entraînement autogéré parce que c'est un truc d'autonome. On redéfinira. On va parler de ce que ça veut dire autonome. Plus tard, je vous définirai tout. Mais en gros, ouais, c'est du pied-point là. Donc il y a quand même un peu de trucs qui tirent de la boxe taille. Donc boxe taille, tu rajoutes les coudes et les genoux. Ça fait trop peur la boxe taille. C'est terrifiant. Mais déjà rien que voir un pied arriver dans ta gueule, ça fait très peur. Ouais, moi j'ai vu genre 3 vidéos de boxe taille sur YouTube et j'étais en mode qui sur Terre a envie de vivre ça? C'est assez terrifiant. Puis genre les coudes, ça ouvre. Ça t'ouvre la gueule, quoi. Ah ouais. C'est le truc le plus pointu que t'as dans ton corps. Hein. Mais c'est un très beau sport, par contre, parce que c'est très complet, en fait.
Ok. Si vous avez pas envie de faire du MMA parce qu'il n'y a pas trop de trucs à mixer, etc., donc mixed martial art. Tu vas être quoi la différence entre le MMA et le kickboxing, enfin la boxe thaï par exemple? Box taille, tu vas utiliser des techniques de box taille et t'as pas le droit quand t'es le mec au sol de le taper ou d'aller le maîtriser, faire des clés de bras. Et si je comprends bien, MMA, c'est genre, t'as le droit à tout. Alors, dans les faits, t'as pas le droit à tout, tu vois, tu peux pas tirer les cheveux, taper dans les yeux, taper dans les couilles ou dans les parties génitales, dans les seins, etc. Mais t'as quand même le droit, en gros, MMA, c'est tu peux prendre n'importe quel sport de combat, mis à part les trucs de self-défense qui pètent des bras et tout, parce que t'as vu, on n'est pas là pour tuer. Mais Tu peux pas faire du Krav Maga, genre. ouais, et puis en plus, le Krav Maga, ça a quand même ses limites. J'estime perso, mais il y a des très bons débats là-dessus sur internet. Allez, regardez, faites votre avis. Même si, attendez-vous à avoir des gros masculins, hein, parce que là, les sports de combat. Ouais, les sports de combat, c'est quand même. Il y a une sociologie, quoi. C'est ça. Après, par contre, le truc cool, c'est que c'est un des seuls endroits où, genre, là, pour le coup, tu vas vraiment voir un musulman, un juif, un noir, un blanc, un prolo, Très mixité sociale. Ouais, très. Après, tu vois toujours des trucs dans le matériel, par exemple, tu vois. Oui, bien sûr. Mais reste que quand c'est dans le ring, bon, là, c'est pas ta classe sociale qui va te permettre de taper plus fort, tu vois. Genre, c'est celui qui va le plus s'arracher qui va gagner. Donc, il y a quand même ce truc-là, il y a un gros truc de respect qui est quand même assez cool. Après, comme d'hab, quand t'es une personne sexisée ou déviante de genre ou juste que t'es une personne queer, j'ai pas trop d'expérience après en club, donc je vais pas trop parler, mais je pense que ça doit pas être le plus accepté possible. Il y a Bratos Topoussovic qui dit qu'elle veut faire des combats d'épée. Il y a les skims, il y a le Beourt aussi, si vous voulez. Le quoi? Le Beourt, en fait, t'as jamais vu? C'est des gonzes qui se mettent en armure médiévale, qui prennent des haches et les épées émoussées et qui se foutent sur la gueule comme ça. Sur la gueule. Moi, j'ai un pote, il fait des cartonnades. C'est incroyable. En gros, c'est genre, tu prends c'est en convention généralement un peu geek. Tu prends genre une après-midi pour te construire une armure en carton avec juste du carton et de la colle, interdit au scotch. Il y a plein de trucs qui sont interdits pour justement créer des objets qui soient destructibles. Ouais. Et après, on se tape. Ah, ça a l'air trop drôle. Genre, du coup, il y a chaque fois, c'est des thématiques où, genre, par exemple, ils vont faire une cartonnade thématique, je sais pas, au Minecraft. Du coup, ils vont tous se faire des déguisements Minecraft en carton. Et après, ils se foutent sur la gueule. Et en gros, tu perds quand on t'a enlevé toutes tes pièces d'armure. Ouais, c'est marrant ça. Le Beourt, c'est un peu plus complexe quand même, parce que déjà, t'as l'aspect physique d'une armure, c'est lourd, sa mère. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Et puis, ils se mettent quand même des bons lions. Hein. Parce que t'as le droit aussi au point, t'as pas que. Déjà, tu prends une épée dans la tête, même si elle est émoussée, ça fait mal. Puis, ils ont le droit de se mettre des coups de poing, de taper le mec quand il est au sol. Okay. Ouais, ça peut être assez violent. Surtout en Europe de l'Est, mais bon, en Europe de l'Est, ils sont préventifs pour les sports de combat, c'est abusé. Les mecs, ils font des compétitions de JJB, donc Jiu-Jitsu, brésilien. Donc en gros, l'objectif, c'est de se mettre l'autre, de mettre des. Ah, attends, ça, tu m'en avais parlé, parce que moi, je pensais que le Jiu-Jitsu, c'était un truc purement japonais. Il y a deux écoles. T'as l'école japonaise et l'école brésilienne. Ok. Après, je pourrais pas trop développer parce que je suis vraiment pas une expert sur les sports, tout ce qui est grappling, donc sport amené au sol, lutte, clé de bras, etc. Mais il y a deux écoles, il y a l'école japonaise et après, t'as l'école, c'est les frères. Je sais plus le nom des frères. Moi, je suis allé jusqu'à la ceinture orange-verte de judo. Bah, du coup, il y a. Ouais. Et du coup, dans le jiu-jitsu brésilien, t'as pas de ceinture. Et t'as pas de kimono aussi. C'est vraiment, t'as des fringues collantes, on va dire, plutôt collantes. Ouais, ok. Et c'est en fait, c'est ce qui est utilisé le truc le plus utilisé au sol en MMA. Le jiu-jitsu brésilien. Ok. Les clés de bras. Des clés de bras, étranglement, clés de pied, tout ce que tu veux. Contrôle du corps de l'autre et tout. Ok. Et donc, pour en revenir aussi, du coup, la différence entre MMA et boxe thaï. MMA, t'as tout ce travail-là au sol. Boxe thaï, t'as pas ce travail-là. T'as ce qu'on appelle les clinches, donc c'est pour les projections de l'autre au sol. Comment les clinch? Ouais, clinch, c'est genre en gros les deux sont collés comme ça, les deux se tiennent, ouais. Et tu vas donner des coups de genoux et tu vas essayer de déstabiliser l'autre pour le faire tomber et l'amener au sol. Et marquer des points en l'amenant par terre. Je précise, mais genre, je te l'ai déjà dit, hein, mais moi, j'ai un truc avec la violence physique, et genre, quand tu vois comme ça, je suis en mode, mais quelle bande de tarés veut faire ce genre de truc, quoi. En fait, ça dépend de ce que t'aimes. Après, les combattants au niveau, ils disent, faut pas faire ça au niveau, quoi, parce que ça rapporte du fric, mais ton cerveau, il prend cher. C'était Youssef Bourgondam, je crois, que j'ai regardé il y a pas longtemps, qui est un mec super intéressant. Qui est un champion de boxe thaï, je crois, 23 fois champion de boxe thaï, 150 combats, plus de 100, il a mis plus de 100 KO. 100 KO? Ouais, mais il dit, j'aime pas mettre un KO. Enfin, j'y vais, je le fais quand j'ai pas le choix, quoi. Mais non, mais c'est pas ça, mais en fait, c'est qu'il fait juste, en fait, je sais que je mets un dégât à l'autre, quoi, genre que c'est grave un KO. Oui, ça te flingue le cerveau, en fait. C'est ça. Puis en plus, c'est-à-dire que t'as le KO en lui-même, mais t'as la chute derrière. Parce que tant t'as des mecs qui vont être contractés comme ça pendant leur KO et du coup, ça va à peu près amortir. Tant t'as des mecs qui vont être tout mous. Et du coup, se casser la gueule, ils vont taper la tête très fort, et donc ça va rajouter. Penser, ça me. Et tu vois, il y avait cette histoire que même les boxeurs de haut niveau, il y avait des questions qui se posaient par rapport au fait qu'on a repéré qu'ils avaient des lésions cérébrales de fou. Ça, c'est beaucoup la boxe anglaise, parce qu'en fait, pied-point, l'avantage, c'est que tu tapes pas tout le temps la tête. Boxe anglaise, vu que t'as qu'avec les poings et qu'au-dessus de la ceinture, 90% des coups, c'est à la tête. Ok. Et en fait, limite, les gants de boxe, les gros gants de boxe sont plus dangereux que les mitaines de MMA. Parce que tu vas taper, parce qu'en fait les mitaines de MMA te protègent moins la main, donc tu vas taper moins fort, moins ça dépend en vrai. Mais surtout parce que c'est moins réparti en fait.
Ça fait un énorme choc les gants de boxe parce que en fait, ça répartit sur toute la tête en fait. Alors ça va prendre avec des pincettes, hein. Moi j'ai vu ça venant d'un combattant de haut niveau qui disait ça. Ouais, Après je sais pas, il n'y a pas d'études scientifiques derrière pour baquer ce que je dis. Mais il me semble que du coup c'est plus dangereux les gros. C'est hyper contre-intuitif. Ouais, en fait c'est mieux pour protéger tes mains du coup, parce que comme ça t'as moins de chance de te péter les doigts. C'est sûr que quand tu tapes quelqu'un, tu te fais mal aux mains. Non mais en fait c'est ça, dans la rue tu tapes. Tu peux taper comme tu veux, mais les personnes qui font ce qu'on appelle du beer knuckle, donc c'est du combat sans gants, ouais. Ces personnes-là, elles vont pas taper à fond parce que c'est un coup de péter les doigts. Par contre, le contre-coup, c'est que t'as beaucoup d'ouverture au crâne. C'est pour ça que les gens qui se battent souvent dans la rue, ils ont souvent la tête. Phalanges. Ouais, ça coupe. C'est comme les coudes, ça coupe. En fait. Les os, ils coupent. Mais par contre, du coup, j'en ai des belles de phalanges. Genre, je pense que je peux bien niquer quelqu'un. Ouais, je pense. J'ai juste pas de force physique. Mais et puis, il faut que tes mains encaissent aussi les chocs, quoi. Genre, faut que t'aies des mains un peu solides. C'est pour ça que t'as souvent ce truc-là en karaté de les mecs qui tapent contre du bois. Ce truc-là, c'est pour protéger les mains. Il me semble que c'est pour apprendre à renforcer tes mains et qu'elles puissent prendre de plus en plus de chocs. Ok. Il me semble. À prendre avec des pincettes encore une fois. C'est un peu comme les babos qui se traînent à pieds nus pour se faire de la corde sous les pieds. C'est un peu ça, ouais. C'est la même chose, mais sur les mains pour pouvoir taper. C'est ça. Mais endurcir ses mains. T'as genre des gants de boxe biologiques, quoi. Bah, ça te protégera moins les mains qu'un gant de boxe, ça, c'est sûr. Fatalement. Mais ça te protégera plus tes mains que si toi et moi on tape dans quelqu'un, tu vois. Jamais je tape dans quelqu'un. J'essaye de pas taper dans quelqu'un. Après, si je veux taper dans quelqu'un, je taperai dans quelqu'un. T'adores ça, tu fais de la boxe. Non, j'adore la boxe, j'adore combattre sur un ring de boxe. Oui. Et encore, comme il dit, j'ai pas encore fait de combat. J'aimerais bien, mais j'en ai pas encore fait. Dans la rue, c'est pas la même. Du coup, kickboxing, c'est là, tout de suite, bon, on a parlé de énormément de sports de combat et tout, mais du coup, si je résume un peu boxe française, c'est avec les pieds, enfin la pointe des pieds. Alors pas que la pointe, tout le pied, le haut du pied. Le haut du pied et la pointe aussi. T'as ce qu'on appelle le piqué au foie, c'est je t'envoie la pointe du pied dans le foie. Ça fait trop mal. Oh mon dieu. Attends, je vais me capter, il y a tous les mecs qui sont sur des pieds qui vont. Tu vas finir sur Wikifit. À l'aide. T'inquiète, on est à deux là-dedans. Qu'est-ce que. Oui, donc du coup, c'est quoi la différence? Je t'ai peut-être déjà posé la question, mais c'est quoi la différence entre le kickboxing et la boxe anglaise? Boxe anglaise, t'as que les bons. Kickboxing. Boxe française et kickboxing. Kickboxing, tu vas taper avec le tibia. Ok, d'accord. Ça, c'est ça que tu fais. Ouais. Le truc où il y a encore plus de douleur. Ouais. Mais après, on a les protèges tibia. Oui, le problème, c'est pas le tibia. Le problème, c'est dans quoi il tape. En vrai, le tibia de mon tibia, ça fait mal. Je veux bien te croire, oui, effectivement. Et le tibia dans la tête aussi, mais après. Je sais pas si vous avez ce truc-là aussi, mais genre, moi, si une des blessures qui me révulse le plus au monde, c'est l'idée de me casser le tibia. Genre, il y a plein de trucs horribles, hein, mais genre, imaginez un tibia. J'ai des vidéos. J'ai envie de vomir. Genre. Je me fais flipper à chaque fois que je vais à l'entraînement. J'ai des vidéos en tête de tibia qui se pètent contre notre. C'est bon, c'est joyeux quoi. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire aussi, je ne sais plus. Ah oui, et aussi, genre, parce que là on en parle en mode genre, ouais, c'est la bagarre et tout. Bah, si vous allez dans un club de boxe, tranquille, hein, on va pas vous taper très fort. Genre, les gens sont très rigoureux sur le fait de pas taper fort, surtout sur les personnes nouvelles. Et si la personne ne veut pas qu'on tape fort, on tape pas fort. Ouais, les gens sont respectueux en fait. Ouais. Parce que c'est avant tout, c'est un genre d'art martial en fait. Un club où vous allez en loisir, parce qu'il y a. Alors, en tout cas, c'est ça dans mon club, et je crois que c'est un peu ça dans tous les clubs. T'as deux types. T'as loisir. Loisir, c'est juste t'en fais pour kiffer. Et amateur, t'en fais parce que tu prépares les combats. Okay. En amateur, bon, nous, le coach, il nous disait, bon, on n'est pas là pour se mettre KO, mais on est là pour appuyer un peu quand même. Donc là, on appuyait. Mais quand tu vas en loisir, ils sont en mode, on n'est pas là pour se faire mal. Si vous voulez appuyer, mais il faut que les deux soient d'accord. Il y a les bas-fonds. Il y a plein d'endroits. Appuyer, c'est appuyer donner un coup un peu fort. Quoi. Ok, d'accord. Appuyer le coup, c'est genre, tu sais, genre, là, je fais de la touche. Ouais. Si je tape plus fort, c'est ce qu'on appelle appuyer du coup. Ok. Il y aura toujours un ou deux débiles pour appuyer, mais dans ce cas-là, tu te dis, go, non, en fait. Et après, tu fais plus de sparring avec lui. Donc, sparring, c'est le fait de s'entraîner avec lui en mode combat libre. Ok. Et voilà. Mais c'est un très bon sport. En vrai, ça t'apprend plein de trucs. Ça t'apprend à te défendre, ce qui est quand même très utile quand on est des personnes trans. Encaisser les coups, ça t'apprend à avoir les bons réflexes, ça t'apprend à contrôler ta colère aussi, à avoir confiance en toi. Il y a plein de bonnes choses à apprendre dedans. Là. C'est vrai que la gestion de la colère, ça doit être. Parce que souvent, on a une image quand même du boxeur violent. Mais j'imagine quand même que si tu veux gagner un combat concrètement, tu peux pas te laisser submerger quoi. Alors oui, déjà ça. Et il y a un peu de tout aussi. Après, il y a des mecs qui aiment bien la bagarre dans la rue. Hein. Ils font de la boxe et ils aiment la bagarre dans la rue. Il y a aussi les femmes qui vont s'entraîner pour aller se péter, ou même à gauche aussi. Hein. Oui. Et après, t'as aussi. Enfin, après, même pas que les fachos, hein, les militants de gauche aussi. Oui, mais c'est plus ok quand c'est les militants de gauche qui s'entraînent que quand c'est des militants de droite. Parce que nous, on est là pour se défendre. Ouais, c'est ça. Et eux, ils sont là pour attaquer. C'est un peu ça. Donc c'est forcément toujours plus légitime de vouloir se défendre. Ouais. C'est pour ça que les collectifs antifascistes faut pas les mettre, un trait d'égalité entre les collectifs antifascistes et les collectifs fascistes en fait. C'est pas la même chose quoi. À la télé, ils aiment bien faire un espèce de trait d'égalité en disant que les Black Blocs c'est des espèces de terroristes.
Non, c'est de l'autodéfense quand même à la base. Après, Black Bloc, c'est encore différent parce que du coup, tu tapes pas des gens. Oui, il y a aussi le côté destruction. Et puis surtout, le Black Bloc, c'est pas fait pour aller se taper. C'est pas de la défense. C'est de la défense, mais c'est la répression policière. Okay. Qui d'ailleurs, qui devrait pas être que chez les autonomes. Par pitié, formez-vous à l'anti-répression. C'est trop important. C'est important, surtout qu'il y a une montée globale de la répression policière qui n'a pas commencé avec les Gilets jaunes. Hein. Ça fait des années et des années et des années que ça monte de plus en plus. Donc en fait, même des militants complètement associatifs, tu vois, même dans les trucs un peu SOSDEM, genre la France Insoumise, il y a plus le choix maintenant de se former sur l'anti-répression. Formez-vous par pitié. Si vous êtes militant, ça va vous tomber sur la gueule en fait, donc faites vraiment attention. Allez pas faire des conneries en n'ayant pas de strap de garde à vue, pas prévu plein de trucs, sans savoir ce que vous allez faire en garde à vue. Typiquement, c'est déjà à l'avance, tu vas déclarer ou non ton identité, parce que ça demande pas la même préparation. Si tu déclares ton identité, tu peux avoir tes papiers sur toi. Si tu veux déclarer ton identité, tu peux avoir tes papiers sur toi. Si tu veux pas les déclarer, il faut que tu aies rien sur toi, pas ton téléphone ou rien. Après, dans tous les cas, moi je déconseille les téléphones en action parce que la police a le droit de les fouiller. Ah ouais. Du coup, ils peuvent déjà, c'est pas agréable de faire fouiller ton téléphone. Et en plus, si t'as des trucs incriminants, ça peut te retomber sur la gueule. Ouais, ils peuvent en rajouter en plus par-dessus. C'est ça. Ou ils peuvent choper des informations, infiltrer des conversations militantes. Il vaut mieux partir en mode j'ai pas d'identité quoi. Non, alors non, ça dépend de ta stratégie. Ça dépend de ce que tu fais. Tu peux très bien dire, en fait, c'est des choix différents. C'est-à-dire que si tu donnes ton identité, mais du coup, par contre, tu vas pouvoir être déjà de 1, tu vas être fiché par la police. De 2, s'il y a des petites amendes, genre 135 balles pour avoir participé à un attroupement non autorisé, tu vas te la manger parce que tu as ton identité. Mais tu vas sortir assez rapidement, normalement. Si tu donnes pas ton identité, tu vas pas se manger tout ça. Par contre, tu vas bouffer sans doute une garde à vue derrière qui va durer 24 heures. Ok. Et garde à vue, je n'ai jamais rien. Il y a trois trucs, je crois. Je vais me faire taper sur les doigts par le comité anti-rap. T'as plusieurs trucs à pas faire. Ne rien déclarer. Je dis à la police, je n'ai rien à déclarer. Et tout ce que tu dis est retenu contre toi. Donc tu ne prends même pas ta défense. Un petit tuto rapide. Justement, ce que j'allais faire, tuto de la garde à vue. Tu ne déclares rien. Je n'ai absolument rien à déclarer. Je ne déclare rien. Que tu ne réponds pas aux questions. Tu as le droit de garder le silence. Ça, c'est totalement légal. Par contre, ne pas donner son identité, ça, c'est illégal. Faut le noter aussi. C'est un truc à prendre en compte. C'est-à-dire que si derrière tu passes un procès, ça te le sera reproché et ça va t'incriminer encore plus. C'est tout un enchaînement de stratégies à prendre en compte. C'est ça que je dis qu'il faut se former. Pour savoir que toi, le truc avec lequel tu es plus la meilleure stratégie. Ouais. Donc ne rien déclarer. Demander à avoir médecin et avocat. Même un médecin, même s'ils n'avaient pas eu dans le merde, ça fait gagner du temps et c'est toujours mieux si jamais il y a eu des blessures pour les constater. Le médecin n'est pas votre pote. Ne lui donnez rien, ne lui dites rien. Faut pas que vous lui dites ce que vous avez fait. C'est pas votre ami du tout. L'avocat, par contre, tu peux y aller. C'est un avocat, c'est un mec du système, c'est une personne du système judiciaire. Ouais, ok, d'accord. Même s'il est là pour te défendre. Mais il est pas censé avoir des règles de. Un minimum, mais même dans le doute. Je pourrais pas élaborer assez là-dessus, mais dans le doute, parle pas trop de ce que t'as fait, dis plutôt reste dans ta stratégie à toi. Il va te proposer des trucs, reste dans ta stratégie. Ne rien signer aussi. Je signe aucun des papiers, pas les procès-verbaux notamment de fin de garde à vue et tout ça. T'as le droit de pas signer. T'as le droit de pas signer. C'est-à-dire que en fait, des fois, souvent, ce qu'ils aiment bien faire, déjà il faut les lire parce qu'ils aiment bien inventer des trucs dedans. Okay. Donc faire gaffe à ça, ça arrive des fois. Et ne pas les signer, ça permet d'avoir le droit de revenir dessus derrière. Okay. T'as le droit de pas les signer. Après, je suis pas en accord avec cette déclaration puisque je ne l'ai pas signée. C'est ça. D'accord. Okay. Et du coup, n'hésitez pas aussi, parce que moi je me connais un peu, mais à aller voir vraiment des comités anti-répression. Il y en a un peu dans toutes les villes. Okay. Donc du coup, je ne signe rien. Voilà, il y avait encore un autre, je crois. Okay. Ah oui, et je refuse la comparution immédiate. Tu l'as dit sur un tel ton. Oui, parce que tout le monde l'accepte, mais il ne faut pas accepter une comparution immédiate. Ça veut dire quoi ? Comparution immédiate, c'est que tu vas être jugé directement après. Okay. Donc sur le papier, c'est trop cool, je vais passer rapidement, ce soir c'est réglé, j'aurai pas à attendre. Sauf qu'en fait, il y a 80% de condamnation en comparution immédiate. Parce que le juge te voit défiler à la chaîne. Ouais, c'est expéditif. Le juge, il voit des gens passer à la chaîne et ben, il prend pas le temps. Et toi, t'as pas le temps de préparer ta défense. Et du coup, par contre, pour refuser la comparution immédiate, c'est bien d'essayer d'avoir ce qu'on appelle les garanties de représentation. Un truc qui montre que tu travailles, un truc qui montre que tu as un logement, etc. Qui montre que tu vas pas te barrer du pays et que tu vas bien aller à ton procès. Parce que si t'as pas ça, en attendant ton procès, tu seras envoyé en centre de rétention. Donc, comparution immédiate, t'es obligé de donner ton. Enfin, pour refuser ça, t'es obligé de donner ton identité par contre. Non, tu peux faire un procès sous X. C'est juste que le problème du procès sous X, c'est que tu risques fortement d'être placé en centre de rétention tout jusqu'à ton procès. Donc ça va être long. De rétention, c'est les prisons en gros. En plus, surtout que c'est souvent pas les plus cool, parce que c'est là où c'est celles qui sont le plus surchargées, puisque c'est pour les petites peines. Ouais, non, puis on a eu Ange au premier épisode qui nous a parlé un peu de l'univers carcéral. Ouais. Et t'as pas envie d'y être. Non, clairement, t'as pas envie. Surtout si t'es une personne trans. Ouais, clairement. Et du coup, t'as ce truc-là de, en fait, tu faut avoir des garanties de représentation. Parce que tu vas, en fait, en gros, quand tu refuses la comparution immédiate, tu vas passer devant le juge des peines, je crois, un truc comme ça, qui va dire si oui ou non tu as le droit de sortir jusqu'à ton procès, ou si tu dois être en centre de rétention jusqu'à ton procès. Okay. Du coup, si t'as des bonnes garanties de représentation, typiquement, tu les imprimes, tu les donnes à un pote de confiance, tu peux les amener au commissariat s'il y a besoin.
Et ça permet d'éviter des embrouilles là-dessus, de finir justement en centre de rétention jusqu'au procès. Donc n'hésitez surtout pas à refuser la comparution immédiate. Parce que D'accord. c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, refuser la comparution immédiate, refuser de faire du déclaratif, Ouais, enfin, rien déclaré. rien déclaré, ne rien signer, Ouais. et Voir médecin et avocat et ne Voir pas médecin parler, et ne avocat. pas penser que son médecin c'est son pote, le médecin c'est pas ton pote. ouais, le Parce médecin. qu'après il va rencarder les cas. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est pas ton copain. Voilà, c'est les 4 points à garder en tête. Ouais, grosso merdo. Après, comme j'ai dit, je suis pas Allez là. vous former, allez rencontrer le comité anti-répression. C'est un peu trop une de mes lacunes aussi. En plus, moi-même, hein, je suis pas assez formé là-dessus. Bah, franchement, c'est déjà pas mal clean. ce Ah, que mais tu c'est viens de vraiment faire, les bases. mais- Donc c'est Oui, vraiment oui, les oui. bases. Donc voilà. Bah écoute, hyper intéressant tout ça, franchement. Très cool. Échange. Ah bah tiens, j'en profite, le temps que si jamais, je pense que personne va hésiter à poser de questions, mais généralement, à la fin de l'interview, ce qui est bien, c'est que je demande si t'as une recommandation peut-être de lecture, de film, de ce que tu veux. Alors bah là, du coup, j'en profite. Je recommande le bouquin Transfuge de sexe de Emmanuel de Bobassi. sexe. Je peux aussi recommander les podcasts classiques, mais les couches sur la table, un podcast à soi, c'est des bons podcasts. Après, je trouve que Quelle partie les couilles sur la table c'est Victor Tuaillou. C'est un très bon podcast. Après, le problème que j'ai un peu, c'est que c'est vraiment des podcasts féministes 6 et on entend les personnes trans, mais ça c'est récurrent, que sur les épisodes liés à la transidentité. Ouais. En fait, on nous dit Alors qu'on qu'on pourrait accueillir des personnes trans sur les questions de féminisme tout court. C'est ça, on nous dit que les femmes trans sont des femmes trans, enfin sont des femmes, mais en même temps, on ne donne jamais la parole en tant que femme trans sur des questions de VSS. C'est toujours parler en tant que personne trans et pas en tant que femme. Donc s'il y en a qui passent par là, par pitié, faites attention à ça. On aimerait bien juste aussi pouvoir venir sur des podcasts normaux. On n'est pas, enfin comment dire, on est des femmes trans, mais c'est pas ça qui nous définit. On est avant tout des femmes. Il y a femmes avant trans, C'est ça. point important. Alors oui, on vit des trucs aussi spécifiquement liés à la transidentité, C'est ça. mais on En attend fait, la parole que on vit aussi tout le patriarcat et le sexisme. Ouais. Mais écoute, je pense que ça va être un bon moment pour clore cet épisode. Bah ouais, je pense aussi. Si ça te va. Ouais, moi ça me va. Bah écoute, super. Franchement, merci d'être passé. Un plaisir. Merci d'avoir regardé pour tous ceux qui sont là. Et Merci. merci à ceux qui vont regarder la rediff sur YouTube ou sur Spotify. Je vous fais des petits cœurs. Bisous. Et on se dit à demain pour la prochaine interview.